yaga twubake, ikiganiro cy'ingo n'imiryango hamwe n'abitegurira kubaka, mugishyikirizwa na Glorious Kagayo. Chers auditeurs, encore une fois, bonjour, bonsoir, selon où vous êtes. C'est le moment de poursuivre notre causerie avec l'homme formidable Kondo Jean-Pierre. Je sais que vous attendez impatiemment la suite de son témoignage. Alors, Jean-Pierre, nous sommes ensemble. Quel est le climat de chez vous? Comment tu vas? Merci et bonjour, bonsoir à tout le monde. Il y a la pluie. Pour le moment, il fait pas beau, mais il fait pas froid de toute façon. C'est la pluie. C'est pas l'hiver. C'est ça. C'est pas l'hiver. C'est pas l'hiver. C'est ça. D'accord. Je rappelle aux auditeurs que même si nous sommes tous au Canada, il y a une distance de 5 heures de vol, hein, c'est ce que tu m'as dit. 5 heures, quelques minutes, oui. 5 heures, c'est le temps que tu prendras au mois de juillet pour venir à la conférence, n'est-ce pas? C'est ça. Okay. C'est ça. Oh, Et puis, je rappelle aussi aux auditeurs que physiquement, moi, je ne t'ai pas encore vu. Est-ce que toi, tu m'as vu, Jean-Pierre? À la télé. Et quand même, je connais quelques-uns de ta famille, mais pas nécessairement vous-même. Voilà. Moi, je suis impatiente de te voir au mois de juillet. Je pense que beaucoup de personnes que nous invitons viendront vraiment voir ce Jean-Pierre qui est né et qui a grandi, je dirais vraiment miraculeusement, et que maintenant tu es devenu quand même un grand homme, on peut le dire. Et puis alors que si on considérait tes premiers pas, tes premières années, les gens auraient dit celui-là, qu'est-ce qu'il va devenir? Mais maintenant, on voit un grand Dieu qui t'a tiré de loin. Hein? Dieu merci. Alors, la fois passée, si je me rappelle très bien, on allait commencer notre, une autre séquence là, où tu devais déménager. Ton oncle a eu un accident qui a fait qu'il devait passer 2 années à l'hôpital et il fallait qu'on te trouve où habiter. Comme tu étais déjà élève, il fallait continuer, n'est-ce pas? Oui, absolument. Et puis moi, je t'ai donné la parole, mais je me rappelle que tu as dit, là, ça a été un peu la catastrophe parce que il s'agissait d'un Jean-Pierre qui était enfermé, plus ou moins libre, hein, et caché par les murs du camp Mora, hein. Ouais. Donc, tu sortais et tu as passé du temps dans 2 familles différentes. Ouais. Et là, tu nous expliqueras comment tu n'as pas pu rester dans une famille. À toi la parole, Jean-Pierre. Merci. Voilà, j'étais en 6e, je pense, oui. Et mon oncle a fait un accident de roulage et il s'est cassé les 2 jambes, les 2 fémurs. Alors, comme ces jambes n'étaient pas assez oxygénées, les gens qui travaillent à l'hôpital comprendront, il était un peu difficile de guérir rapidement comme quelqu'un qui marche parce que il n'y avait pas assez d'oxygène dans ses muscles, donc la guérison était un peu lente. Alors il est parti à l'hôpital croyant que ça va être un petit bout de temps, mais je vous jure que ça a fait 2 ans. Durant les 2 ans, je suis allé habiter
chez quelqu'un de la famille parce qu'il fallait que je continue mes études. Qui a cherché cette place? C'est ta tante, la sœur là? Non, je pense que ça a été vite fait, ça a été organisé par la famille et D'accord. on a décidé que faut que tu ailles là-bas. Alors, moi, j'ai exécuté. Ok. Alors, j'arrive là, un enfant qui était habitué à un endroit fermé mais assez grand. Je pouvais aller chercher le ballon de foot chez quelqu'un qui est un peu loin mais dans le camp. Je jouais au foot quand je veux. J'étais libre. Ça, c'est un. Deux, il y avait la paix. Parce que, vous savez, dans un camp militaire, ils ont des armes. Chacun a une arme. Alors, c'est organisé à tel point que il n'y a pas des ondits, quoi. Pour nos pas, il y a de l'ordre. La sécurité. La sécurité, on ne peut pas dire va pas chez lui ou chez cette famille parce qu'on ne s'aime pas. Ne va pas chez les autres, les autres d'à côté, on ne s'aime pas. Non, il n'y en a pas. Donc partout dans le camp, c'était chez toi. C'était chez moi. Et puis je mangeais partout comme je voulais. Et tout le monde me connaissait, j'étais leur enfant. C'était l'enfant de tous les militaires de là-bas. Oui, c'est ça. Alors, j'arrive là, dans le quartier, où on mène une vie normale. Mais moi, étant quelqu'un qui est habitué à aller partout, j'ai fait la même chose. Quand même, sur son point, j'étais fautif. C'est dans une famille, il y a un papa et une maman. Il y a une maman et il y a un papa, tout est organisé. Il y a des heures qui sont fixes. Les enfants devraient être à la maison à telle heure. Une discipline. Tout était cadré. Alors moi, je dégage, je m'en vais, je fais je ne sais pas, et puis je reviens, c'était un peu tard. Et puis, la famille, bien sûr, ils se sont fâchés, ils étaient fâchés contre moi. Et moi, je comprenais pas qu'il y a de l'ordre dans chaque famille. Et ou bien on me disait, aujourd'hui, tu vas pas jouer au foot, il y a des choses que tu dois faire ceci et cela. Mais parfois, je m'en foutais, je partais parce que c'était tout près aussi d'un terrain. Alors, j'étais tenté d'y aller. Mais j'y allais quand même. Et quand tu reviens, je revenais à la maison, c'était quand même pas bien vu. Et maintenant que je suis grand, je comprends que dans chaque famille, il y a de l'ordre. Et c'est comme ça que ça doit se faire. Je m'excuse à cette famille si je me suis mal comporté, mais de toute façon, j'étais habitué à circuler dans un grand enclos qui était quand même assez vaste. Oh, ah oui. Là, je t'interromps un tout petit peu parce que justement ce que tu as vécu, c'est ce que, c'est-à-dire vivre dans un environnement auquel tu n'étais pas habitué, ça arrive à beaucoup de monde. Je pense que même nos auditeurs, ils savent qu'un jour ou l'autre, ils ont dû quitter leur toit familial pour aller, par exemple, vivre chez un oncle, une tante, un cousin, une cousine. Et vraiment, les premiers jours, vraiment, tu n'es pas à l'aise. Tu n'es pas à l'aise parce que, comme tu dis, chaque famille a sa façon de vivre, sa discipline qu'on impose aux membres de la famille. Et des fois, on a tendance de penser, oh, ça vraiment, cette famille-là, ils ne me supportent pas, ils ne sont pas gentils, hein, ils sont trop rigoureux. Alors que normalement, il faudrait apprendre à s'adapter, n'est-ce pas, Jean-Pierre? C'est ça. Parce que moi, je faisais ce qui me semblait bon à faire, mais c'est parce que j'étais habitué à une seule personne, mon oncle, et à tout le monde en même temps. C'est ça. Et alors, c'est là où j'ai commencé à voir qu'il y avait quelque chose aussi de spécial, même si je savais, mais on me disait, hey, il faut pas faire ça, toi tu n'as pas droit à l'erreur.
Oh, on te disait ça? Oui, c'est ça. Et à un certain moment, il fallait que j'analyse. Oh, j'ai pas droit à l'erreur. Ou bien on commençait à me taxer de mots, de mauvais mots qui m'ont fait insinuer là, que... c'était pas gentil. Hein. Qui le ont? La famille, les membres de la famille. Et puis... Même les parents ou les enfants? Les enfants étaient petits, mais c'est quand même les membres de la famille à côté. Mais moi, je pense que c'était dans le sens de me dire, toi, il faut savoir qui tu es et il faut bien te comporter. Mais parfois, les mots que les gens sortent, souvent, c'est pas bien pesé et c'est dans notre culture. Ou bien, dire à un enfant que tu es un vaurien, tu n'arrives à rien, tu ne vas pas devenir quelqu'un. Ça m'a rabaissé beaucoup. Mais à un certain niveau, beaucoup de parents, même les parents qui ont 2 parents, souvent ils disent ça. Et les enfants qui ont 2 parents. Ils disent ça et c'est pas encourageant. Parce que dire à un enfant de 12 ans que tu es un vaurien, alors qu'on ne sait pas dans 8 ans, dans 10 ans, on peut pas dire ça. Mais vu que j'avais de la peine dans mon cœur, ça entrait directement dans mon cœur et ça me faisait mal. Oui, là, comme tu es en train de témoigner, Jean-Pierre, on doit chercher des opportunités pour parler aux gens qui nous écoutent. Effectivement, ce que tu vivais à cet âge-là, oui, tu avais tes erreurs que tu commettais. Mais je pense que il faut vraiment que nous aussi les parents, on accepte juste un clin d'œil. Je sais que surtout, aujourd'hui je pense que vous, la génération, c'est-à-dire les jeunes couples, surtout ceux qui sont dans la diaspora, vous avez eu une bonne intégration. Il y a des mots que vous savez qu'on ne dit jamais à un enfant, mais nous, on a grandi comme ça. Hein? Oui, c'est nous, ça. on a grandi comme ça. On te dit que tu es un vaurien. Hein? On te dit, oh, regarde-moi, espèce de... si tu as quelque chose d'un peu bizarre, si tu as une grossette, si tu as un pied un peu maladroit, c'est ça, voilà. On te disait vraiment des choses négatives. Donc, pour les parents, des fois, on blesse les enfants, on les dévalorise. Donc, vraiment, il faut aussi avoir le courage de demander pardon aux enfants. Il y a des choses qu'il fallait pas dire qu'on a dit aux enfants. Et j'espère que Jean-Pierre qui est au Canada et même les autres là, je pense que même si nous sommes des Burundais qui sont liés à notre culture, il y a des choses quand même qu'il faut abandonner qui ne sont pas bonnes. Hein? Oui, ça c'est vrai. Et puis, donc, encaisser tous ces mots, ça me faisait très très mal. Et ça s'est arrivé à un moment où j'étais considéré comme un récalcitrant et tous les enfants de la famille étaient éduqués par rapport à moi. Faut pas faire comme Jean-Pierre. Et ça m'a fait très mal, très très mal. Alors que... Et c'est là où tu n'as pas pu passer beaucoup de temps. Et là, non. Et là, bien sûr que je devais me défendre d'une autre manière. Je me suis dit non, il faut quitter. Alors, on te donnait à manger quand même. Oui, non, il n'y avait pas de problème. C'était pas une famille pauvre, non, on mangeait. Mais ce sont ces petits mots. Tu dormais dans le même chambre que les autres enfants? Oui. Non, il n'y avait pas, à part les mots, au niveau du manger, au niveau de tout ce qu'il faut avoir, c'est ça. Mais ce sont ces petits mots, mais qui frappaient le cœur d'un enfant déjà. Déjà j'étais pas vraiment dans ma peau parce que il y avait une histoire qui pesait sur moi. Oh, d'accord. Je me rappelle la fois passée, l'audio passé, tes enfants, quand ils ne se comportent pas comme tu veux, tu as dit je ne les pince pas, mais quand même je parle. Hein. Et des fois tes enfants disaient, papa, nous on préfère quand tu nous pinces que tu nous frappes au lieu de nous, parce que tu parles des minutes et des minutes, hein. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai. C'est ce que tu as hérité de, hein.
Oui. C'est ce que tu as hérité de là où tu as été éduqué. Hein? C'est ça. Et puis, m'ont frappé même si j'étais en 6e, cette famille, je pense que ils pouvaient pas me frapper, j'allais courir de toute façon. Alors, j'étais pas quelqu'un que tu vas dire, viens ici, alors que je sais que je serais battu. Non, je viendrai pas. Alors, Jean-Pierre, un enfant de la 6e, hein? Qu'est-ce que, oui, après, avant de quitter cette famille, je te demanderai de citer le nombre des fautes que tu commettais, hein? Parce que quand on voit des enfants de la 6e, il y a des choses, des mauvaises choses en commun qu'on fait, hein? Donc, une occasion. Oui, il y a plein de choses. Il y a ne pas aller à l'école, par exemple, ou bien quitter avant. Et puis, il n'y avait pas de communication comme ici, il y a des emails. Donc, même si tu t'absentes, on ne le saura pas rapidement. Surtout lié au foot ou bien lié au... On se disait, il y avait des groupes, on se battait dans tu vois, le grand séminaire, il y a beaucoup d'arbres, on allait là-bas pour juste se battre. Et celui qui est fort, il arrive en classe, tout le monde le sait qu'il a battu, des choses pareilles. Il n'y avait rien de particulier, mais c'était juste des enfants qui grandissaient ensemble et qui essayaient de se mesurer en force. Oui, après je me suis dit non. Alors je suis parti dans une autre famille, mais là... Qui a cherché cette deuxième famille pour toi? Tu sais, dans la famille, on sait qui est un peu rigoureux, qui est moins rigoureux. Je savais où aller. Ok. C'est ça. Alors j'ai pris le bus. Je pense que je suis allé à pied, alors je suis arrivé là. Alors, c'était bien. Mais il y a une chose qui s'est passée que j'avais pas dit la fois passée. C'était une famille moins riche. Disons même la deuxième. Première ou la deuxième? La deuxième. D'accord. Alors, il y avait un magasin quand j'étais chez l'autre famille, la première famille. Je suis allé acheter quelque chose. Tu avais de l'argent, hein? Non, on m'avait dit d'aller acheter quelque chose. On m'avait allé à la boutique amener ceci. Et quand je suis arrivé à la boutique, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais la personne qui était à la caisse m'a donné l'échange de 5 000. Ok. Et j'ai pris les 5 000. Et je suis parti et j'ai gardé ça pendant tout mon séjour là-bas. Je n'ai dit à personne. Donc, à la boutique, on s'est trompé? On s'est trompé. Ok. Alors, j'ai gardé ça. Mais quand je suis allé à l'autre famille, j'ai pris les 5 000 parce que je savais qu'il n'y avait pas assez. Et j'ai donné à la maman et j'ai dit, utilise ça et achète-moi un petit peu le matin. Et le reste, on va manger ça. Et j'ai donné ces 5 000 à la famille. Et c'était beaucoup à cet âge-là. Hein? Oui, je pense, oui, c'était beaucoup. Et puis, mais ça s'est bien terminé parce que cette année, j'ai passé le concours national et j'ai réussi. Il fallait m'acheter des souliers, des uniformes, tout ça. Et puis, aussi, mon oncle était à l'hôpital. J'y allais chaque jeudi pour le voir. Il savait ce qui se passait de toute façon. Et je l'ai informé. Mais ce qui m'a plu, c'est que à la fin, quand mon oncle, après 2 ans, j'ai fait une année là-bas et j'ai fait une année de l'autre côté. Après 2 ans, on est retourné au camp et la maman m'a remis tous les 5 000. Wow. C'est ça. Alors, mais j'obtenais le pain le matin, il y avait tout. Et elle m'a dit, prends ton argent, allez acheter de l'uniforme, tout ce dont tu as besoin. Et là, quand il y avait un papa aussi? Il y avait un papa aussi. Parce que tu ne me parles pas de papa, tu parles de maman. Ben, c'est parce que c'est elle qui était... Je suis allé chez elle parce que c'était... c'était... C'est elle qui s'intéressait à toi? Beaucoup même, beaucoup. Parce que
c'était un jeune couple, il n'y avait pas d'enfants. Alors, j'étais gâté malgré tout ce qui s'est passé là-bas parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choses, mais quand même, le minimum donné dans la bonté avec un bon cœur qui aime, c'est beaucoup. Donc, c'est pour dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Non, tu peux donner 1 million et parler beaucoup de choses, mais tu peux donner $100 avec un cœur qui aime, c'est bien. Oh, d'accord. Alors, je suis retourné au camp et la vie est retournée à la normale. Ok, parce que ton oncle est rentré. Hein? Oui, c'est ça. On a repris la vie. Voilà. La vie du camp. C'est ça. Ouais. Okay, j'ai retrouvé ma liberté. Ok. C'est ça. Donc, dans les 2 années là, les 2 années que tu as passées dans les 2 familles, c'est quelle leçon, par exemple, tu dis, moi, j'ai appris. Hein? Est-ce qu'à ce moment-là, tu voyais que tu commettais des erreurs ou quand on est jeune, on ne voit pas les erreurs qu'on commet? Bon, bien sûr qu'on ne voit pas les erreurs qu'on fait, mais ce que j'ai appris, c'est qu'il y a une façon de communiquer avec un enfant. La famille, la première famille, c'est pas dire que cette famille était méchante, mais c'est parce que ils avaient un problème de bonne communication. La façon dont on communiquait. La deuxième famille, c'était différent parce que j'ai pas fait même de faute. Ah oui, hein. Et puis on m'expliquait, et même j'ai bien travaillé à l'école, j'ai réussi le concours national, c'est ça. Et je pense que si j'étais dans notre famille, peut-être que ça aurait été différent au niveau épanouissement, au niveau études. Et j'apprends qu'il faut bien communiquer, il faut considérer que l'enfant a fait des fautes, mais il faut ramener cet enfant d'une façon assez quand même, je dirais gentille, d'une façon très gentille. Oh, d'accord. C'est ça. Et tu rentres chez ton oncle avec les plusieurs papas qui sont là. C'est comme si tu sortais de... Bon, non, parce que tu venais de la famille vraiment où tu t'épanouissais. Mais si c'était dans la première famille, là, c'était comme si tu sortais de la prison pour être libéré. Hein? Oui, ben c'est ça. J'avais retrouvé ma liberté de jouer et de retrouver même les amis avec les militaires avec qui je jouais. C'était bien. J'étais dans ma bulle. Oh, d'accord. C'est ça. Et tu parles d'une famille qui est faite d'une maman et un papa et les enfants. Toi aussi, aujourd'hui, tu as une famille et autour de toi, tu vois plusieurs familles. Tu vois les papas, les mamans, les enfants. Bon, il y a des familles où on n'a pas des enfants. Il y a des familles où il y a des enfants qui ont grandi. Et tout ça, je pense que toi, Jean-Pierre, avec ce que tu as vécu, je pense que tu fais moins d'erreurs chez toi. Hein? Je ne sais pas, mais je demande toujours à mes enfants comment je fais, si ils se sentent épanouis. Je leur demande ça. Et puis, je demande à toute la famille comment les choses se passent ici. Est-ce que vous êtes épanoui? Il y a quelque chose que vous voulez qu'on change? J'implique beaucoup mes enfants parce que je suis sûr et certain que c'est comme ça qu'ils vont faire. Alors si je veux couper court avec certaines pratiques, je dois commencer ça chez moi. Alors j'ai pas peur de demander pardon si je me suis trompé. Tu sais, par exemple, tu peux dire... Il y a un papa qui demande pardon, un peu de papa qui demande pardon. Oui, je viens, j'arrive, et puis il y a quelqu'un qui a brisé quelque chose. Je dis, hey Ryan, c'est toi, hein, parce que je sais qu'il est turbulent. Mais il me dit non, et puis je dis non, dis-moi la vérité. Hein. Mais si c'est quelqu'un d'autre, ils vont dire non, papa, c'est moi. Alors je vais dire, je m'excuse Ryan, je t'ai accusé pour rien. Alors, c'est très simple. Si je ne le fais pas, ils ne le feront pas eux-mêmes. C'est ça. Ok. Voilà. Alors, avec ton oncle qui savait ce que tu faisais de bien dans les deux familles là, lui, il s'est tu, il ne t'a pas dit, oh mon fils,
Je sais ce Non, qui s'est passé. on en Non? parlait, hein. On en parlait parce que j'allais le voir chaque jeudi à l'hôpital. Il était au courant et puis il me parlait Il t'a conseillé. Il m'a conseillé, tu es en 6e, il faut se concentrer sur les études. Mais moi, ce qui me faisait mal, je dis pourquoi alors on éduque d'autres enfants de la famille par rapport à moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors ça m'a rongé pendant des années. D'accord. C'est ça. Et tout ce temps-là, ta maman biologique, il n'y avait pas de communication. Non. Elle n'était pas au courant. Non, elle n'était pas au courant de ce qui se passe. Même si elle était au courant, elle n'a pas intervenu, disons. Et à ce moment-là, tu ne connaissais pas encore ton père, hein, c'est ça? Oh non, absolument pas. Non. Yeah. D'accord. C'est ça. Je pense que notre temps va bientôt s'épuiser. J'ai entendu son horloge là-bas. Et tu penses que la suite, c'est quoi? Donc, la suite, c'est l'adolescence. Là, ça doit être chaud. Parce que c'est là où je suis allé à la tennis secondaire en 7e. Oh oui. Et c'est là où j'ai rencontré d'autres jeunes. Oh oui. C'est ça, on parlait de l'avenir, et c'est là où j'ai eu vraiment une période assez difficile par rapport à mon identité. La crise d'identité était là et très poussée. C'est ça. Voilà. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'on va aborder la semaine prochaine. Et disons que aujourd'hui, c'était quoi? C'était le passage dans les deux familles suite à l'accident de son oncle, donc qui était son papa. Avec l'expérience que tu as eue dans deux familles différentes, une qui était riche, mais où vraiment tu ne t'épanouissais pas, tu as dit là, tu manquais des mots d'amour, tu manquais la compréhension, on te communiquait mal, des choses qui te rongeaient, qui te faisaient mal. Ils te montraient que tu n'étais pas leur enfant, même si tu avais à manger, il ne te manquait de rien, mais tu manquais de cet amour. Et la deuxième famille, tu as dit, elle est la moins riche, elle était la moins riche, mais c'est là où vraiment je me suis sentie et comme un enfant, comme la femme, prenait soin de toi, se traiter humainement, c'est ça, hein? Ouais. Et puis on termine en disant son oncle qui quitte l'hôpital après 2 ans. Et là tu commences ton adolescence à l'école secondaire de Athénée. Et là, je pense que c'est ça qu'on va offrir aux auditeurs la semaine prochaine. Je te fais 1 minute pour dire un petit mot et dire au revoir. Et alors, on va leur donner un rendez-vous dans la semaine prochaine. Si tu veux faire un petit récapitulatif de ce que tu as dit, à toi la parole, Jean-Pierre. Juste un petit mot pour tout le monde. C'est pas l'argent qui donne le bonheur. C'est pas l'argent qui donne la satisfaction. Mais c'est la façon dont on se traite entre nous. Merci. D'accord. Je pense que même la parole de Dieu nous conseille toujours d'être satisfait avec ce que nous avons, hein. Et là, quand on nous parle d'être satisfait, vraiment les gens nous les humains, on a besoin d'être satisfaits parce que si on court trop derrière l'argent, on rate beaucoup de choses. On rate les amis, on n'a pas le temps pour les amis, on rate du temps pour ceux que tu aimes. Les hommes et les femmes qui travaillent trop n'ont pas le temps de s'entretenir, alors que l'amour, ça se cultive, ça s'arrose, ça se sarcle, tu vois. Et lorsqu'on court derrière l'argent, oui, c'est bien de travailler, mais comme tu dis, l'argent, c'est pas l'argent qui fait le bonheur. Donc, il faut apprendre aussi à équilibrer la vie, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Alors, Jean-Pierre, on te remercie pour cette partie de ton témoignage. On va t'écouter encore une fois la semaine prochaine. Nous te remercions beaucoup et
donne tes salutations à ta famille. Et merci beaucoup. Merci à tout le monde et au revoir. À la prochaine. Cari ikiganiro yaga twubake. Nimba hari ivyiyumviro ushaka kuduterera canke ushaka kutubaza ibibazo, twandikire kuri email ingon'imiryango@gmail.com. Naho utaha. Yaga twubake. Ikiganiro cy'ingo n'imiryango hamwe n'abitegurira kubaka. Mugishyikirizwa na Glorious Kagayo.